La mobilisation des troupes est en cours et le moral est bon. Le message du ministre de la Défense et des anciens combattants, Soumeilou Boubèye Maïga, dans un entretien exclusif accordé à l'ERTM. Nous allons parler ce soir dans ce journal de maraîchage. Pour promouvoir ce secteur, une zone maraîchère a été aménagée par l'État à Samanco depuis bientôt 2 ans. L'investissement a coûté environ 2 milliards de francs CFA. Et ce taux de dossier nous édifiera sur la journée Amadou Ampateba tenue à Ségou en 4e région. Un hommage appuyé a été rendu à l'écrivain qui nous a quittés voilà de cela 23 ans. Dimanche 25 mai, bonsoir et merci de votre présence. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Le ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord était à Gao hier samedi. Amadou Konaté, par cette visite, voulait s'imprégner des conditions de vie et de travail de la population et d'apporter le message du président de la République et du Premier ministre. La correspondance sur place de Daouda Zoumana Traori. Après l'accueil, le ministre Hamadoun Konaté, chargé de l'action humanitaire, et sa délégation ont rendu une visite de courtoisie aux notabilités. Une couche comprenant les chefs de quartier, les imams et les chefs coutumiers. C'est à quelques encablures de la mosquée des Askia, ce lieu béni, que le ministre et sa délégation ont été reçus. Les notabilités de Gao sont avec leurs autorités et leur république. Ils sont toujours avec l'État. Il n'y a pas beaucoup de problèmes, sauf ce qui s'est passé. Et que vraiment ils savent que le gouvernement est en train de chercher la solution. Dans tous les cas, ils sont avec le gouvernement du Mali. Cette assurance donnée par la chefferie traditionnelle rime avec la vision et le message du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. La paix et la tranquillité partout au Mali. Il m'a chargé aussi de vous dire que notre pays, quelles que soient les épreuves qu'il sera appelé à connaître, restera un et indivisible. Il restera grand de son histoire, il restera grand de sa force d'espérance face à l'avenir. Et que ce qui se passe aujourd'hui n'entraîne nullement ni le désarroi, ni le désespoir, ni la désunion entre les fils du Mali, qui sont multiples, mais un, qui sont diverses, mais tous maliens. Et la grandeur du Mali, c'est d'avoir su gérer la diversité, d'avoir su gérer la différence et d'avoir surtout su gérer la sagesse. Pour mieux véhiculer ce message de paix du président de la République, la délégation a rencontré toutes les couches socio-professionnelles de Gao. Les Maliens vivant au Sénégal soutiennent les autorités du pays et les forces de défense et de sécurité. Ils l'ont fait savoir lors d'un grand meeting tenu à l'ambassade du Mali. Les manifestants ont remis une déclaration à l'ambassadeur du Mali, nous signale Suleiman Kantara Sissoko depuis Dakar. Nous déclarons solennellement notre solidarité et notre soutien patriotique au président de la République, au gouvernement de la République du Mali et aux forces armées du Mali pour tous les efforts et initiatives engagés et à entreprendre pour préserver l'intégrité territoriale du Mali, la paix et l'unité nationale. Restons mobilisés pour la défense de la patrie. La déclaration a été remise à l'ambassadeur du Mali qui s'est réjoui. Vous l'avez dit dans vos différentes déclarations, notamment dans le document que vous avez eu à me remettre à l'intention des hautes autorités maliennes. Vous avez dit qu'il faut se démarquer de tout amalgame. Il faut se démarquer de toute passion. Il faut se démarquer de toute stigmatisation. L'heure est au dialogue, comme le président de la République lui-même a eu à le dire. Le Mali est un, était un, demeurera un ad aeternam. Autre soutien de taille aux autorités et aux forces de défense du pays, celui des responsables de la plateforme des associations des jeunes du Nord et sympathisants. Ils condamnent les événements survenus à Kidal et demandent à l'État malien et aux groupes armés de rejoindre la table de négociation. Moussa Fane nous fait le point.
L'objectif de cette conférence de presse était de clarifier la position des responsables de la plateforme des associations des jeunes du Nord. Pour cette plateforme, la République du Mali doit rester une, laïque et démocratique. L'armée malienne doit être nationale et républicaine. Le développement économique et social du pays doit être juste et équitable à travers le dialogue, la justice sociale, la bonne gouvernance et la responsabilité. L'implication de la jeunesse doit être au cœur du processus de sortie de crise. La plateforme des associations des jeunes du Nord s'engage à soutenir l'État dans ses efforts de dialogue pour une sortie de crise. Elle demande aussi à l'État et au groupe signataire de l'accord préliminaire de Ouagadougou de s'asseoir autour d'une table afin de trouver une solution durable pour la paix. C'est un cri de cœur que la jeunesse a demandé à tous les partis, à tous les protagonistes de se retrouver à la table de négociation. Parce que la guerre n'a jamais, nulle part réglé quoi que ce soit. Le Mali a souffert de cette crise. Notre plus grand ennemi aujourd'hui, c'est le sous-développement. Nous devons être unis et sans la paix, il n'y a pas de développement. Mettons-nous ensemble, toutes les communautés du sud au nord, pour que le Mali soit le Mali de nos rêves. Les jeunes ont condamné les récents événements survenus à Kidal. Auparavant, ils avaient observé une minute de silence à la mémoire de tous les militaires et civils tombés sous les champs de l'honneur. La situation sécuritaire au nord du Mali évolue de manière positive. La phase de réorganisation des troupes est en cours et le moral est bon. Ces informations nous viennent du ministre de la Défense et des anciens combattants. Dans un entretien exclusif avec Siliki Dambélé, Soumeilou Boubei Maïga fait le point de la situation sur le terrain à la date d'aujourd'hui. Nous l'écoutons. La situation sur le terrain, elle est semblable à celle que j'avais indiquée il y a quelques jours, à savoir qu'à part Kidal, nous sommes sur l'ensemble de nos positions dans la région de Kidal, à savoir à Tessalit, à Gelok, et puis dans la région de Gao, à Menaka, Ansongo, et Al-Mustarat. Concernant Anefis, dont nos troupes s'étaient retirées pour se réorganiser, nous sommes en phase de redéploiement. On avait voulu le faire hier, mais compte tenu des affrontements intercommunautaires qui se déroulaient dans les environs de Tabankort et tout ça, nous avons attendu de mieux évaluer les conditions de sûreté avant de nous redéployer. Et nous avons redéployé et renforcé notre position vers Ansongo, et avec la possibilité de soutenir davantage Menaka, où nous cohabitons, un peu comme c'était le cas avant le 17 mai, avec les groupes affiliés au MNLA et puis aux autres groupes. Dans les autres régions, nous essayons de faire en sorte qu'il n'y ait pas de contagion. Donc nous avons, dans ce cadre-là, dans la zone du MEMA, renforcer nos dispositifs, et puis nous sommes un peu plus attentifs dans le secteur de Tombouctou, parce que vers la frontière avec la Mauritanie également, il y a des tensions intercommunautaires qui peuvent avoir un impact sur notre dispositif global. Dans cette phase de réorganisation, quel est l'état des troupes? L'état d'esprit des troupes, nous sommes en phase de réorganisation, de réarmement moral aussi, pour penser les blessures de tous ordres que nos troupes ont connues, que ce soit les blessures d'amour-propre, les blessures physiques, faire le point de comment renforcer notre organisation. Donc nous avons renforcé le commandement opérationnel sur le terrain, nous avons continué d'y faire parvenir les ressources humaines qui sont nécessaires à la nouvelle situation. Et notre état d'esprit, comme je l'ai dit, c'est d'abord un état d'esprit d'humilité, à savoir que quand nous engageons des actions militaires, elles peuvent aboutir ou ne pas aboutir, mais c'est toujours une étape dans un processus. C'est une bataille dans la guerre, qu'elle soit victorieuse ou non. Mais nous restons absolument déterminés, mobilisés, impliqués pour relever les défis
qui s'impose parce que les défis que nous avons dans cette partie du territoire restent intacts. Et donc nous serons toujours appelés à veiller à l'intégrité territoriale du pays, veiller à la sécurité des personnes et des biens. C'est vrai, du point de vue du bilan, nous avons une 50aine de morts, malheureusement, une 40aine de blessés, 48 blessés. Ils sont tous pris en charge. Oui, totalement, bien sûr. Donc c'est un peu cela. De l'autre côté, on ne connaît pas leur bilan, on sait qu'eux aussi ont eu des pertes, mais bon, pour le moment, ça ne nous intéresse pas particulièrement. Donc nous essayons de repenser tout cela et puis bon, de nous réorganiser et d'être en meilleure position pour accomplir nos missions. Sans trahir les secrets des discussions qui ont eu lieu entre le président de la République islamique de Mauritanie et les groupes rebelles, à un moment, il leur a bien dit qu'ils ne discutent pas avec des non-maliens et que ceux qui estiment qu'ils ne sont pas maliens n'ont pas le droit d'assister aux échanges. Et tous ont affirmé leur appartenance au Mali et sont restés donc dans la discussion. Donc je crois que ça c'est un problème qui ne se pose pas. Je pense que nous pour le moment nous nous réorganisons. Nous tirons les leçons, nous essayons de tirer les leçons de l'action militaire, de voir par rapport à l'état général de notre dispositif les correctifs qu'il faut apporter, de manière à insérer notre action dans l'action de l'État, dans la volonté unanime des Maliens de faire en sorte que précisément l'intégrité du territoire, la souveraineté de l'État puisse s'exercer partout. Monsieur le ministre, alors quelles sont les actions futures que vous comptez mener dans l'immédiat? Les actions futures, comme je l'ai dit, nous essayons de voir quelles sont les leçons apprises dans cette circonstance-là, les correctifs à apporter, travailler au réarmement moral de nos troupes, qui ne sont pas démobilisés, parce que, comme je l'ai indiqué, c'est à ça que, malgré tout, on voit les progrès qui ont été accomplis, dans la mesure où les hommes n'ont pas fondamentalement été remplacés, mais les mêmes hommes, aujourd'hui, n'ont pas le même comportement qu'en 2012. En 2012, beaucoup avaient déjà traversé le pont de Wabaria, ce qui n'est pas le cas, et ils se sont quand même repliés globalement en bon ordre, ils se réorganisent, ils repensent leurs plaies et ils sont déterminés à poursuivre leur mission. Les événements du 21 mai n'ont pas entaché la collaboration avec l'administration ou avec la force Serval sur le terrain? Non, nous avons, depuis le 21 mai, je pense que de part et d'autre, nous avons tiré les leçons, là également, de la situation du 21 mai. Et nous avons repris à travailler en synergie, parce qu'il faut bien savoir que ce sont nos forces partenaires ayant mission à nous accompagner, à nous aider dans la stabilisation de notre pays. Il peut arriver que nous n'ayons pas la même évaluation de la situation, entraînant de ce fait des réactions différentes. Mais fondamentalement, nos relations sont des relations de coopération. Donc actuellement, par exemple, tout ce que nous sommes en train de mettre en place du point de vue de la logistique de ravitaillement de Aguelog, Tessali, Tansongo, Menaka, nous le faisons en synergie, en relation avec Serval. Et puis, nous sommes en train de voir avec l'aménagement aussi, y compris sur Menaka, comment faire en sorte que la cohabitation qui nous est imposée à Kidal avec les groupes armés ne puisse pas amener une détérioration de la situation. Tout cela a un coût. Est-ce que vous avez vous disposez de tous les moyens aujourd'hui pour y faire face? Non, pour le moment, nous parvenons à faire aux charges qui découlent de cela, et c'est ça qui montre aussi la détermination de l'État, sa disponibilité. Et non, pour le moment, nous n'avons pas de problème de ce côté-là.
Voilà un entretien de Siliki Dambélé. L'association malienne pour la survie au Sahel, avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement, accompagne les populations de Serere Rarous et Amzokoma. Un projet d'environ 15 millions de francs CFA vient d'être lancé. Il s'agit d'appuyer la cohésion sociale et de renforcer le dialogue national dans le cercle de Gourma Rarous. ORTM Tombouctou, Al-Mouzer, Al-Kamisha, Yatara. Cette cérémonie marque le lancement des activités du projet d'appui à la cohésion sociale et au renforcement du dialogue national dans les cercles de Gourma Rarous. Objectif: consolider la paix dans les communes concernées, à savoir Rarous, Serere et Amzakoma. La cérémonie qui nous réunit vient renforcer les efforts des autorités administratives et politiques qui cherchent les voies pour une paix durable dans notre pays. Ce projet vise à la consolidation de la paix dans le cercle de Gourma Rarous à travers les communautés locales, les organisations de la société civile, les élus locaux et les leaders des associations féminines et jeunes. Initié par l'Association malienne pour la survie au Sahel, AMSS, et financé par le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, ce projet a été hautement salué par les autorités locales. Ce projet d'une durée de 4 mois et pour un coût total de 14 645 000 francs vient à point nommé. C'est avec une légitime fierté et plein d'honneur que nous saluons aujourd'hui la mise en œuvre de ce nouveau projet, dont l'objectif principal vise à cultiver cette cohésion sociale entre les différentes communautés. Pour parvenir à cette paix, l'implication active de toutes les couches sociales est nécessaire. Le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication, Mahamadou Camara, en séjour à Paris, a rencontré aujourd'hui la communauté malienne de France. Le ministre a informé nos compatriotes sur la situation qui prévaut au Mali, notamment au nord du pays. Il a salué l'engagement des forces armées et de sécurité qui doivent bénéficier de l'appui de toute la nation. Mahamadou Camara a aussi rappelé que la MINUSMA et l'opération Serval sont des forces partenaires du Mali. Et nous y reviendrons dans nos éditions de demain. Un mot d'éducation. Les examens de fin d'année, c'est demain, lundi. À cette phase très importante de l'année scolaire, le ministre de l'Éducation s'est adressé aux élèves, aux parents d'élèves et à l'administration scolaire. Madame Togola Jacqueline Marie-Nana est au micro de Mamourou Sidibé. L'organisation des examens scolaires est une étape très importante dans la réalisation des activités de notre département. Elle requiert de nous tout le sens de la responsabilité et une grande rigueur dans l'accomplissement de nos tâches. L'évaluation de fin d'année permet aux élèves méritants de récolter le fruit des efforts consentis pendant toute l'année scolaire. Elle est aussi pour les enseignants, les parents d'élèves et l'administration scolaire l'occasion de mesurer l'efficacité des enseignements. Mesdames et messieurs, je voudrais insister particulièrement sur la nécessité pour nous tous de créer un sursaut national dans le sens de la moralisation des examens de cette année. Il faudrait pour ce faire bannir toutes les pratiques qui sont dénoncées chaque année et qui ont pour nom fuite de sujets, fraude, etc. Il y va non seulement de la crédibilité de nos examens, mais aussi de la qualité des ressources humaines qui doivent assurer le développement de notre pays dans un contexte marqué par la compétition internationale et la recherche de l'excellence. Tournons le dos aux solutions de facilité et œuvrons tous pour la réussite véritable et durable de nos enfants. Je souhaite à chaque candidat une bonne chance.
Quittons le Mali pour l'Afrique du Sud. Les cérémonies d'investiture du président sud-africain Jacob Zuma s'y sont déroulées en présence du ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, représentant le chef de l'État. Le ministre Diop était également porteur d'un message du président de la République sur la situation de crise qui prévaut actuellement au nord Mali, particulièrement à Kidal. Dans la foulée, il a eu des échanges avec plusieurs personnalités, des échanges qu'il juge fructueux. Nos envoyés spéciaux à Pretoria sont Ibrahim Traoré et Dembawan. Pretoria, la capitale politique sud-africaine, a fêté en grande pompe l'investiture du président Jacob Zuma. Il est réélu pour un deuxième mandat de 4 ans. L'événement a mobilisé plusieurs chefs d'État et de gouvernement du continent. Le Mali était représenté par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale. Abdoulaye Diop était porteur de message du président Ibrahim Boubacar Keïta à Jacob Zuma et à ses autres pairs présents en Afrique du Sud. Dans la foulée, le ministre Diop a eu plusieurs rencontres bilatérales, notamment avec ses homologues du Sénégal, du Tchad et du Ghana. Les échanges ont essentiellement porté sur les derniers développements de la situation à Kidal. J'ai eu un entretien très intéressant avec mon homologue. On a essentiellement parlé du prochain sommet extraordinaire de la CEDEAO prévu à Accra le 30 mai. Les chefs d'État vont réitérer leur soutien au gouvernement du Mali dans ses efforts de consolidation de la paix dans le nord du pays. Et puis, avec ce qui s'est passé à Kidal, on s'est rendu compte aussi qu'il est important de revoir le mandat de la MINUSMA. Have a review of the mandates of the various organizations. Le Tchad est solidaire du Mali, du peuple malien. Je crois que le choix qui a été fait depuis longtemps, c'est celui de la paix et de la réconciliation. Je pense que le moment est venu de régler le problème politique au Mali et de se tourner résolument vers la reconstruction et le renforcement de l'indépendance et de la souveraineté du Mali. Je crois que de ce côté, vous savez, le Tchad est membre non permanent du Conseil de sécurité. Il apporte tout son soutien pour cette démarche, pour la paix et la stabilité dans notre région. Nous nous devons en tout cas de partager avec nos frères des informations les plus récentes par rapport à ce qui s'est passé et puis recueillir leurs suggestions et conseils par rapport à la meilleure façon de trouver une solution qui ne peut que passer par le dialogue, la négociation et l'entente entre les Maliens. Donc je pense que nous avons apporté en tout cas les informations requises par rapport à ça et nous sommes en parfaite entente par rapport vraiment aux solutions à trouver. La situation à Kidal, il en a été largement question avec Lamini Zuma. La présidente de la Commission de l'Union africaine rassure les autorités nationales de l'engagement de l'Union africaine à soutenir le Mali à résoudre définitivement cette crise dans le nord du pays. L'Union africaine condamne ce qui s'est passé récemment à Kidal. D'ailleurs, une réunion de Conseil de sécurité et de la paix de l'UOA prévu bientôt va demander la révision du mandat actuel de la MINUSMA. Il n'est pas approprié au contexte actuel. Ce qui est arrivé ne doit plus se reproduire. And the mandate is not adequate. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale aura donc porté haut la voix du Mali en Afrique du Sud. Mission accomplie donc pour Abdoulaye Diop, qui repart de la capitale sud-africaine avec un réel soutien au Mali des chefs d'État et de gouvernement africains. À Genève, lancement de la candidature de notre compatriote Dr Nafo Fatoumata Traoré, ancienne ministre de la Santé et du Développement social, au poste de directeur du Bureau régional pour l'Afrique de l'Organisation mondiale de la santé. Le lancement de sa candidature a fait l'objet d'une cérémonie présidée par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Mohamed Ould Mamouni nous en dit plus. J'amasse les bonnes compétences me permettant d'assumer les lourdes tâches de directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. Mais en plus de mon propre sentiment et intérêt, j'ai aussi été, comment dirais-je, renforcé par l'engagement, le soutien et la très grande confiance exprimée par son Excellence, Monsieur le Président
Ibrahim Boubacar Keïta, et vous en avez vu le témoignage aujourd'hui à travers son discours de soutien. Et je pense que les compatriotes, les différents collègues que j'ai connus au travers de mon parcours professionnel, les ambassadeurs que vous avez rencontrés, les ministres de la Santé présents à l'Assemblée mondiale de la santé qui étaient présents à cette cérémonie, vous avez vu l'expression de leur témoignage, toute chose qui me renforce dans cette conviction. Voilà, le docteur Nafo Fatoumata Traoré, bonne chance à vous. Un tour à Paris, précisément au jardin du Trocadéro, au pied de la Tour Eiffel. C'est là où se déroule la soirée dénommée La Nuit Verte. L'édition 2014 a ouvert ses portes vendredi. Elle enregistre plus d'1 millier d'agriculteurs des 12 départements du Nord-Bassin parisien. Parmi eux, une forte délégation malienne encadrée par le projet Cadre Intégré. Mohamed Diarra nous parle de cette deuxième édition. La Nuit Verte est un événement qui consacre la responsabilité sociale des entreprises du monde agricole et de ses partenaires. Depuis sa première édition, la Nuit Verte contribue à promouvoir les échanges entre agriculteurs français et africains. Pour l'édition 2014, le Mali est à l'honneur avec des produits transformés comme la confiture de mangue et de banane. Des produits certifiés conformes aux normes internationales requises et précisées ici par Multichem. Le succès que connaissent ces produits haut de gamme made in Mali ne fait pas de doute, comme l'illustre l'affluence au niveau du stand du Mali. Cette participation malienne est le fruit d'un accompagnement de longue haleine de la part des productrices maliennes à travers le projet Cadre Intégré, dont l'objectif est de garantir une rémunération juste aux femmes qui se chargent du commerce de ces produits. Les pots de confiture de mangue, et nous avons le pot de confiture de papaye. Et ce que je vais juste rajouter, ce sont tous les produits fabriqués au Mali. Donc nous avons dévergé tout ça, comme je l'ai dit, certifié et qui répondent à toutes les normes internationales. La Nuit Verte véhicule 3 valeurs essentielles des agriculteurs. Une agriculture pour nourrir les hommes, une agriculture au cœur des enjeux environnementaux, une agriculture de transformation à la pointe de l'innovation. Chaque édition de la Nuit Verte propose une thématique principale. Après l'eau, la deuxième édition de la Nuit Verte a pour thème principal la biodiversité. Sur un tout autre sujet, tenu d'une conférence de presse sur la nouvelle tarification proposée par les autorités ivoiriennes, la disparition des barrages routiers et les raquettes, une initiative de la Confédération syndicale des transporteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest. Inaba, reportage. C'est une forte délégation ivoirienne qui a été reçue aujourd'hui par les transporteurs du Mali. Cette délégation, conduite par le secrétaire général de la Confédération syndicale des transporteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, était venue expliquer à leurs homologues maliens la nouvelle tarification sur le tronçon Yamoussoukro-Abidjan. À partir de maintenant, tronçon Yamoussoukro-Abidjan, c'est une autoroute. C'est une autoroute et est payant. Le gros porteur, c'est 5 000. Par péage. En totalité, ça fait 10 000 francs. Les petites voitures, c'est 2 500 francs. Les minicars de 30e place jusqu'à descendre, c'est 2 500 francs. Par poste, ça fait 5 000 francs. Le gros car 70 places, ça fait 3 750 francs. 50 francs, ça fait 7 500 francs par poste. Côté malien, les transporteurs affirment avoir pris bonne note. Une rencontre de concertation avec le service de tutelle et une assemblée générale des transporteurs figurent dans l'agenda des transporteurs maliens avant d'apprécier les nouvelles dispositions ivoiriennes. Ils ont conçu leur autoroute pour mettre des péages là-bas. Sur les 230 km, le véhicule doit payer 10 000 francs aller, 10 000 francs retour. Bon, moi, je pense qu'il y a les décideurs, qui est le conseil malien des transporteurs, et ils vont décider à partir de là-bas. L'axe Yamoussoukro-Abidjan a été réhabilité avec des aires de repos, un centre de secours avec 4 ambulances. Après l'étape de Bamako, la délégation ivoirienne se rendra au Burkina Faso.
Et nous ouvrons à présent notre dossier de ce journal consacré au maraîchage. Notre capitale devient de plus en plus une ville de maraîchage par excellence pour promouvoir le secteur. Une zone maraîchère a été aménagée par l'État à Samanco depuis bientôt 2 ans. L'investissement a coûté environ 2 milliards de francs CFA. D'autres initiatives personnelles émergent à côté pour moderniser ce sous-secteur de l'agriculture. Voyons tout cela dans ce grand format consacré ce soir au développement du maraîchage à Bamako. Il est signé Ibrahima Traoui. Du maraîchage au cœur de Bamako, c'est le quotidien de cette vieille dame. Elle a 60 ans. Mamou Diarra exploite provisoirement une parcelle de 10 mètres carrés à l'ACI 2000. Elle pratique ce travail depuis plus de 20 ans. Son âge ne l'empêche aucunement de puiser tous les jours de l'eau, de transporter l'arrosoir ou encore de biner ses planches avec sa petite daba. Elle fait pousser ici de la salade, des tomates et autres légumes. Nous avons trop de difficultés. Je fais tout ça à la main. La nuit, je ne dors même pas à cause de la fatigue. Même le repiquage, je le fais seul. Autour de cette vieille dame, plusieurs autres maraîchères vivent les mêmes difficultés. Elles travaillent quasiment dans l'incertitude, contrairement à la société coopérative des exploitants de parcelles aménagées du périmètre de Samanco. Ici, le gouvernement, avec l'appui de la coopération belge, a investi environ 2 milliards de francs CFA dans l'aménagement de 100 hectares qui abritent actuellement 220 maraîchers. Ce qu'on veut développer ici, c'est l'entrepreneuriat agricole. L'espace permet ça. Les 2500 mètres carrés permettent ça, de faire l'entrepreneuriat agricole. Donc, laisser cette mauvaise habitude de Bamako là, ils produisent, c'est presque l'autoconsommation. Ce qu'ils produisent, ils vendent, ils mangent. Ici, on veut qu'ils se développent. Ici, chaque maraîcher, si on prend quelques spéculations, 3 à 4 spéculations, en moyenne dans l'année, chaque exploitant doit se faire au moins 4 millions. Et le chiffre d'affaires ici, si les 332 maraîchers sont installés, le chiffre d'affaires annuel avoisine le milliard. On a plus d'1 milliard ici, si on prend toute l'explication. Chaque mois, on fait le suivi de l'état des cultures. Par exemple, pour le mois d'avril, précisément, il y a 25,5 hectares qui ont été cultivés sur toutes les parcelles. Donc ça nous permet de faire cet état. Et dans lequel les plus grandes parcelles ont été consacrées par exemple à la carotte. Un système d'arrosage à partir des motopompes est installé à 800 mètres de là, au niveau du fleuve, avec un réseau d'irrigation qui achemine l'eau jusque dans les parcelles. Le mètre cube coûte aux maraîchers 80 francs CFA. Ça commence vraiment à nous coûter cher. Les maraîchers ne parviennent pas à payer cette redevance-là à temps. Donc, vu les charges qui nous incombent, si on ne paye pas à temps la redevance d'eau, donc ça peut venir quelque chose de grave parce que déjà l'électricité nous coûte plus de 10 millions par mois. Donc plus les autres charges, nous avons presque les 5 millions par mois. Non loin de la zone maraîchère de Samanco, Amadou Sidibé nous ouvre les portes de son jardin pour expliquer une autre façon de travailler la terre. Il pratique ici le maraîchage sous serre. Cette installation équipée d'accessoires modernes lui a coûté une centaine de millions. Elle permet surtout de maîtriser la température à l'intérieur. On utilise un système de brumerisation. La brumerisation, c'est de l'eau à haute pression, jusqu'à 4 bars de pression, et qui fait de la vapeur d'eau. C'est de l'eau à micro-ondes d'eau qui abaisse la température quand la température est élevée dans la serre. On utilise ce système-là pour rafraîchir, pour que les tomates développent. Avec cette technique, Amadou Sidibé parvient aujourd'hui à révolutionner ce sous-secteur de l'agriculture au Mali. Il produit plusieurs variétés de légumes et fruits, notamment de la tomate, du concombre, du poivron et du melon. J'ai contacté mes fournisseurs israéliens qui m'ont proposé ce modèle de serre tropicale qui est en fait une structure en galva avec un filet insecte-proof, du plastique et de l'ombrière pour abaisser l'effet de la chaleur. J'avoue que le résultat est au-delà de toutes les apparences. Vous voyez, les plantes croissent à un rythme effréné, la production est bonne. La tomate, on fait de la tomate qualité, on est presque en standard bio. Du fait du filet et de l'installation, on n'utilise presque pas de pesticides. On est parvenu à avoir au mètre carré de serre à peu près les 25 kilos. Et on a même obtenu des pics de, disons, 275 tonnes à l'hectare de tomates.
Pour le melon, on arrive à atteindre les 50 tonnes. Le poivron, on arrive à atteindre les 40 tonnes. Et donc, si vous voyez la production, même au meilleur moment de l'année, la production traditionnelle qu'on a ici, on ne dépasse pas les 30 tonnes au mieux. Et nous, on arrivait à frôler les 300 tonnes. Ça veut dire qu'on multiplie la production par 10. Une quinzaine de personnes sont formées et employées dans ce potager. Elles travaillent à l'entretien des plants, mais aussi et surtout de l'ensemble du jardin. Un exemple à vulgariser. À ce jour, Bamako profite bien de la production maraîchère de l'intérieur et des environnants. La promotion de ce sous-secteur devrait booster davantage l'économie locale et surtout lutter considérablement contre la pauvreté. Et c'est du bon melon. Toujours dans le même domaine, tenue d'une réunion technique sur la mise en œuvre du plan de la campagne agricole à travers une gestion utile des subventions. C'était à Ségou, le reportage de Candicila. En rencontrant les cadres régionaux du secteur agricole, le directeur national de l'agriculture a voulu mettre un accent particulier sur l'engagement de ces services déconcentrés dans la mise en œuvre du plan de la campagne agricole. Cela à travers la gestion des subventions. Si l'État a donné un signal fort en subventionnant les intrants, il appartient aux services techniques à la base de jouer leur partition pour une gestion efficace et utile de cette subvention. Il faudrait que l'engrais subventionné, que la semence subventionnée arrive sur la parcelle du paysan. Et comme les chefs sont les moyens les plus importants dans la mise en œuvre du plan de campagne agricole, on a souhaité les rencontrer pour changer ce schéma-là. Aussi, le directeur national a notifié aux cadres plus d'engagement dans leur mission d'appui conseil, de formation et d'information. Il a surtout insisté sur la gestion rigoureuse des cautions techniques, l'élaboration de la liste des producteurs potentiels et le contrôle de la qualité des intrants fournis. Lutter contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition, tels sont entre autres soucis du ministère de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord. Il vient de procéder à la distribution gratuite de 269 tonnes de céréales à plus de 4000 familles en situation d'urgence alimentaire. C'était dans la commune rurale de Boura, cercle de Yorosso. Reportage ORTM, Sikasso, Bambi Idrissa Touri. Par le présent geste de distribution gratuite de céréales à Boura dans le cercle de Yorosso, le ministère de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord, en collaboration avec les partenaires du Mali, veulent permettre aux bénéficiaires de sortir de l'assistanat à travers la dimension filets sociaux. C'est une distribution qui vient de commencer. Nous espérons, en tout cas, tous ceux qui sont en phase 4, l'État fera son possible, surtout le ministère de la Solidarité, l'action humanitaire, pour que, au niveau de chaque population vulnérable, qu'on puisse essayer de voir ce qu'on peut faire par rapport à la situation et par rapport aux ressources que nous disposons. Un geste d'une grande portée humanitaire pour les bénéficiaires. Je pense bien quand même qu'avec une bonne utilisation de ce que l'État vient de nous donner, je crois qu'on pourra faire une bonne campagne, Inch'Allah. Et les autorités régionales de saluer cette initiative à sa juste valeur. Les efforts ainsi déployés par le ministère de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord sont louables. Nous fondons l'espoir que ces journées de distribution gratuite dans le cercle de Yorosso seront les préludes à d'autres distributions dans la région. À signaler que ces 269 tonnes de céréales vont être réparties entre les 9 communes du cercle de Yorosso. Cérémonie d'inauguration de la nouvelle église de Nyamfolila, des cantiques, des messages bibliques, ainsi que des prières pour la nation étaient au programme de cette cérémonie, nous dit Rachel Tessougé. Le cercle de Nyamfolila dispose désormais d'une église protestante évangélique. Le tout nouveau bâtiment a été construit à hauteur de 6 millions de francs CFA, financé par la mission presbytérienne coréenne. L'église, c'est la maison de Dieu, mais c'est donner un espoir aux chrétiens de Nyamfolila, qui faisaient leur culte dans une église quasiment petite. Donc faire cette église de cette taille-là, c'est vraiment donner de l'espoir aux chrétiens de Nyamfolila. Les fidèles de l'église protestante de Nyamfolila sont ravis d'avoir une nouvelle église. Ils promettent d'en prendre soin.
Nous sommes très ravis. Et nous demandons aux gens, aux jeunes de prier pour nous, pour la bonne continuité de notre nouvelle église. Les fidèles chrétiens ont prié pour que Dieu apporte une paix durable au Mali. Nous te remercions une fois de plus car nous sommes convaincus que tu vas intervenir dans cette nation et que nous allons retrouver notre paix, nous allons retrouver notre unité. Seigneur, merci, que toute la gloire te revienne. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Le président des églises évangéliques protestantes a demandé à l'Assemblée de bénir la nouvelle église qui a pour fondement la parole de Dieu. Revenons sur le lancement de la candidature de notre compatriote Dr Nafo Fatoumata Traoré, ancienne ministre de la Santé et du Développement social au poste du directeur du Bureau régional pour l'Afrique de l'Organisation mondiale de la santé. Le lancement de sa candidature à Genève a fait l'objet d'une cérémonie présidée par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Mohamed Oulmamouni, compte rendu. Le Bureau régional pour l'Afrique de l'Organisation mondiale de la santé changera de directeur en septembre prochain, en remplacement du directeur sortant, Louis Gomez Sambo, dont le mandat arrive à terme dans 4 mois. 5 dossiers de candidature sont pour le moment déposés. Dr Nafo Fatoumata Traoré, ancienne ministre de la Santé et du Développement social, est en liste pour ce poste. Le lancement de sa candidature a fait l'objet d'une cérémonie placée sous la présidence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. C'était le mercredi dernier à l'hôtel La Perle de Genève. Étaient présents des ambassadeurs, des chefs d'agences internationales, des ministres de la Santé des pays amis et frères du Mali. Porteur d'un message du chef de l'État, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique justifie le choix de la candidate du Mali. Le choix de Fatoumata Traoré se fonde sur les qualités personnelles de l'intéressé, sa compétence à diriger les projets au niveau national et au niveau international a été établie. L'autre aspect du choix est un choix stratégique qui permettra certainement au Mali d'exporter ses compétences et de les mettre au service de l'Afrique. Nantie d'une riche carrière nationale et internationale et forte de la confiance et du soutien du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta, Nafo Fatoumata Traoré part confiante à cette compétition. J'amasse les bonnes compétences me permettant d'assumer les lourdes tâches de directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. Mais en plus, j'ai aussi été renforcé par l'engagement, le soutien et la très grande confiance exprimée par son Excellence Monsieur le Président Ibrahim Boubacar Keïta. Elle aura en face 3 autres candidats, une béninoise, un botswanais et une ivoirienne. Le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés que la séance plénière de la session ordinaire en cours suspendue le jeudi 22 mai 2014 reprendra demain, lundi et jour suivant s'il y a lieu à partir de 10 h dans la salle Modibo Keïta. Le projet d'ordre du jour porte sur questions orales adressées au ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement, adoption du procès verbal de la séance plénière du 29 avril 2014 et jour suivant, délibération sur des projets de loi intéressant la vie de la nation, constitution des réseaux et groupes d'amitié, communication, et le président s'est compté sur la présence effective des honorables députés et la séance est publique. Sport, football, éliminatoire CAN Junior, les Aigles du Mali se sont qualifiés pour le prochain tour dans la douleur, victorieux à l'aller 3-0 à Ouagadougou. Les jeunes Maliens se sont inclinés devant les étalons juniors 0-2 le point avec Al Jumatina. Facile victoire à Ouagadougou 3-0, les Aiglons du Mali ont passé à côté de leur sujet lors de la rencontre retour à domicile. Les étalons juniors plus déterminés réussiront à ouvrir le score à la 16e minute par Ilas Sawadougou. Autant le temps file, autant les Aiglons sont méconnaissables. Heureusement, la transversale sauve Djigui Diarra archi battu sur coup franc à la 29e minute. 1-0 à la pause. Alors qu'on attendait une révolte de la part des Aiglons en deuxième période,
C'est encore les étalons juniors qui vont prendre les choses en main et marquent un deuxième but par Ilas Sabadogo à la 67e minute pour son doublé de la soirée. 2-0 pour le Burkina qui n'est désormais qu'à un but pour faire son retard. Finalement, les Aiglons feront tout pour ne pas encaisser un troisième but. Score final 2-0 pour le Burkina Faso. C'est une défaite amère, mais il faut l'accepter comme telle. Et aujourd'hui, on était mauvais. Et quand on est mauvais, on l'accepte. Nous avons perdu devant une équipe vaillante qui, comme elle a perdu à l'aller, et bien sûr, elle était vraiment là et requinquée et un honneur à défendre. Malheureusement, ils n'ont pas compris au départ. Nous avons un peu dormi sur nos lauriers et voilà le résultat. Je l'avais dit que j'allais venir ici, pas en vaincu, mais je vais venir donner tout ce que je peux et essayer de gagner ce soir et aller, pourquoi pas, au tir au but. Mais malheureusement, le match est terminé 2-0. Bon, je dis félicitations aux Maliens, bonne continuation et j'espère qu'ils vont aller très loin dans la compétition. Pour le dernier tour qualificatif, les Aiglons affronteront le Togo. Après les Aiglons, à noter que les Aigles du Mali ont été battus cet après-midi, un match amical par la Guinée-Conakry, 2-1. Bakary Safo a marqué l'unique but malien. Et on peut dire que cette journée de dimanche n'a pas sauvé aux équipes maliennes. Défaite également de l'AS Real de Bamako, 2-1 sur la pelouse du Coton Sport de Garoua en Coupe de la Confédération. 15 mai 1991, 15 mai 2014. Cela fait 23 ans que l'écrivain émérite Amadou Hampâté-Bâ nous a quittés. C'est dans ce cadre que la ville de Ségou a abrité une journée Amadou Hampâté-Bâ pour commémorer la mémoire de ce grand homme de culture. Le dossier culture, justement, fait un zoom sur cette fierté de la littérature africaine. Cheikh Oumar Sangaré, reportage. Donc la femme n'a jamais eu la curiosité d'aller là, c'est un interdit, c'est un interdit. Amadou Hampâté-Bâ est l'un des plus grands écrivains négro-africains de langue française. Du moins, il est connu comme tel. L'auteur de la phrase célèbre « En Afrique, chaque fois qu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle » a vécu de 1900 à 1991. Pour une première fois, la commémoration du 15 mai, date anniversaire de sa mort, a regroupé Maliens et Ivoiriens à Ségou. En effet, la Fondation Festival sur le Niger a initié une journée dans ce sens dénommée Journée Amadou Hampâté-Bâ. Aujourd'hui, nous avons souhaité initier cette journée Amadou Hampâté-Bâ en partenariat avec la Fondation Amadou Hampâté-Bâ d'Abidjan et le Cercle des Amis d'Hampâté-Bâ à Bamako pour créer des effets de synergie entre nous, mais surtout pour magnifier les œuvres du grand maître qu'est Amadou Hampâté-Bâ. Toute cette journée durant, les participants ont communié autour des idéaux de Hampâté-Bâ à travers des témoignages forts. Hampâté-Bâ a toujours ambitionné de transmettre l'essentiel d'une tradition orale qu'il estimait en péril. Il a su raconter l'Afrique à la manière d'un griot qui aurait décidé de n'être plus flatteur, mais seulement drôlement sincère. Hampâté-Bâ était un symbole de l'intégration africaine. Il a cessé d'appartenir à son pays d'origine, le Mali, son pays d'adoption, la Côte d'Ivoire. Il appartient à l'Afrique et au-delà. Pour nous, Amadou Hampâté-Bâ est un guide. Mais ce n'est pas seulement que pour nous, c'est pour toute l'Afrique. Sinon, j'allais dire, Amadou Hampâté-Bâ est universel, en fait, eu égard à l'héritage qu'il nous a légué. Amadou Hampâté-Bâ écrit et publie de nombreux ouvrages, dont L'étrange destin de Wangré, pour lequel il reçoit le Grand Prix littéraire de l'Afrique noire en 1974. À la fin de sa vie, il n'écrit plus, mais supervise l'organisation de ses archives manuscrites qui constituent aujourd'hui le fonds Amadou Hampâté-Bâ. Il travaille également à la mise au propre de son autobiographie qui sera publiée après sa mort sous le titre Amkoulel, l'enfant Peul, suivi de 8 Mon commandant sorti en 1994. Des interventions, il ressort que les œuvres de l'homme contiennent des réponses à certains questionnements qui se posent à notre génération. Les crises politiques qui nous secouent, les crises économiques,
et la plus menaçante de toute, la crise identitaire. Donc il est possible de trouver dans les grandes productions de ce grand Africain des réponses à ces défis-là, des messages de tolérance, d'ouverture et de paix surtout. Les messages très forts de Amadou Hampâté Bâ s'articulaient autour du dialogue, de la compréhension mutuelle, de la paix et surtout de la transmission de savoir. Cette journée dédiée à Amadou Hampâté Bâ a d'abord été marquée par une conférence débat avec comme thème paix, compréhension mutuelle et cohésion sociale à travers les œuvres et enseignements de Amadou Hampâté Bâ. Ensuite, par une exposition photo sur Amadou Hampâté Bâ et ses œuvres. Et enfin, par une soirée traditionnelle dénommée la Nuit du Sinankouya. Une soirée au rythme de notre tradition est marquée par des démonstrations sur le Sinankouya, qui est une de nos valeurs sociétales, et la dégustation des mets africains. Tout au long de la journée, la valeur de l'homme a été citée en exemple. Amadou Hampâté Bâ a su, à travers ses œuvres, faire partager avec l'ensemble de l'humanité ce que représente la valeur de la paix, la valeur de la culture de la paix. L'une des recommandations de cette journée a été la réactivation du projet Sauvons nos bibliothèques du Cercle des Amis de Amadou Hampâté Bâ. Cela pour continuer le travail de collecte, de sauvegarde et de diffusion de nos savoirs qu'Amadou Hampâté Bâ avait commencé. Lui qui aimait se présenter de la manière suivante. Je suis à la fois religieux, poète peul, traditionnaliste, initié aux sciences secrètes peul et bambara, historien, linguiste, ethnologue, sociologue, théologien, mystique, musulman, anthropologue et arithmosophe. J'aime rire et faire rire. Sous cet angle, je ne suis pas loin des comédiens. Je suis conteur. Gama horma Amadou Sheku Bakari Saliou. Voilà, un succulent plat de haricots pour les Djara et les Koné. Point final à ce journal. Grand merci à ceux qui l'ont préparé et à vous qui l'avez suivi, particulièrement à nos téléspectateurs de Genève. Demain, 10h, 13h, et retrouvez Mohamed Touré et les éditions du soir. C'est une présentation de moi-même, Nyanya Alou Traoré. Bonsoir et bonne suite de programme sur le RTM. Bonsoir à tous.